cours de millions d'années d'évolution, les animaux marins ont utilisé des propriétés physiques de l'océan, vaste, mouvant, instable, pour développer des stratégies d'approche originales afin de rencontrer un partenaire, copuler, se reproduire et transmettre ses gènes. À l'image de cette baleine à bosse qui propulse ses 15 tonnes hors de l'eau pour séduire sa partenaire. C'est dans les îles Galapagos que nous avons commencé nos investigations. Ici, les fonds sous-marins sont hauts et l'eau est à 16 degrés. C'est un endroit idéal pour le cachalot qui cherche à se reproduire. Ce cachalot mâle solitaire a quitté l'Antarctique où il s'est nourri pendant 6 mois. Poussé par son instinct, il parcourt des milliers de kilomètres à la recherche d'un groupe de femelles qu'il rencontre chaque année aux Galapagos. Comment se débrouille-t-il dans ce vaste océan pour les retrouver ? Dans l'eau, le son voyage 4 fois plus vite que sur Terre. Le cachalot utilise cette propriété de l'eau pour émettre des clics et repérer les informations émises par les autres cachalots. Quand il rencontre les premières femelles, il présente immédiatement son sexe en érection et commence sa cour. Il s'est abstenu sexuellement pendant 9 mois. Il est pressé. Réceptives, les femelles dansent autour de lui et libèrent des phéromones. Le mâle se présente face aux femelles et exprime son affection en caressant de sa queue et de son rostre toutes les parties de leur corps. Il constitue peu à peu son harem avec des femelles pubères et des mères accompagnées de leurs bébés. D'autres mâles, plus petits, se glissent dans le groupe et échangent des caresses. Les cachalots se rassemblent dans un grand cercle, protégeant leurs petits. Toutes les têtes se font face. Les queues sont prêtes à frapper tout intrus. Avec son sexe de la taille d'un être humain, le mâle dominant se glisse sous une de ses partenaires. Il la pénètre rapidement, quelques secondes seulement, car il n'est pas facile de se maintenir accouplé sous l'eau. Un coït express qu'il répétera avec plusieurs femelles jusqu'à ce qu'il soit assuré d'avoir fécondé toutes celles qui sont fertiles. Après 3 mois, le cachalot mâle retourne dans l'Antarctique, abandonnant parfois quelques hectolitres de sperme dans la mer. Les poissons aussi répandent leur sperme et leurs œufs en eau libre, mais c'est pour se reproduire sans se pénétrer. Tous ceux qui vivent accrochés au récif répandent aussi leur sperme et leurs œufs.
Pour éviter de semer leurs cellules sexuelles chacun de leur côté à des moments différents et à des kilomètres de distance, ces animaux utilisent d'autres qualités propres à la mer, ses courants et ses marées. Dans cette relation asexuée, la fécondation relève d'un coup de chance. Aussi les gamètes sont-elles produites en quantité énorme. La quantité remplace la qualité au point d'obscurcir la mer. 16 mois après le départ du cachalot mâle, une femelle soutenue par 2 assistantes met bas près de la surface. Le bébé est déjà grand, il fait 4 mètres. Son cordon ombilical et celui de sa mère mettront 2 jours à se détacher. Bien encadré, le bébé apprend d'abord à garder l'équilibre dans l'eau. Pendant 2 ans, il reste sous la protection des femelles conduites par la matriarche. Il se calfeutre durant tout ce temps sous sa mère, prêt pour la tétée. Chaque jour, il boit 20 litres de lait condensé et en gaspillera autant dans la mer. Le groupe plonge pour chasser dans les profondeurs, certaines femelles restent en surface avec les plus jeunes. À l'extrême pointe de l'Afrique du Sud, non loin du Cap, d'autres animaux marins vivent en harem. À la différence des cachalots, le harem des otaries est constamment sous pression. Le maître du harem est obligé de patrouiller en permanence autour de ses femelles pour écarter les autres mâles prétendants. Cette énergie ainsi dépensée l'empêche de chasser et de se nourrir. Avec les femelles, ce polygame est tendre. Il invite les otaries consentantes les unes après les autres dans des ébats affectueux. Mais il ne pourra tenir ce rythme que 2 semaines. Séduire, contrôler, copuler et assurer la reproduction de ces gènes avec 20 femelles sans avoir le temps de se nourrir tient de la performance. Et aussi de la frustration. 2 semaines de sexe et puis plus rien. Pourquoi 2 semaines seulement? Parce que des mâles adultes et célibataires qui vivent ensemble à 100 mètres du harem ont aussi des hormones qui les titillent. Et ils mettent la pression sur le mâle dominant. Dès qu'ils atteignent leur maturité sexuelle, vers l'âge de 8 ans, ils viennent affronter le maître du harem sans répit, les uns après les autres. Le jeune compétiteur évite d'engager un combat violent. Il n'y gagnerait que des blessures. Il teste la résistance du dominant. Dans quelques jours, il prendra peut-être sa place.
deux confrontations, le mâle dominant continue sa course contre la montre. 99% de temps câlin, 1% de sexe. Ce type de polygamie a des limites, car la femelle, dès qu'elle est fécondée, disparaît pour chasser dans le territoire infini du grand bleu. Le mâle est polygame, certes, mais sans responsabilité ni joie paternelle. Le sexe est lié à la possession, il est donc source de violence. Ainsi en témoigne le drame qui se joue chez les rois du camouflage, les octopus. Le rituel débute tranquillement. Le mâle octopus séduit la femelle en lui présentant son sexe, l'ectocolite, une sorte de gouttière qu'il a au bout de sa troisième tentacule. Il commence par caresser l'intimité de la femelle. La femelle attire alors le séducteur et l'entraîne dans son repère. La parade nuptiale est pleine de délicatesse, d'attouchements et de petites pressions des ventouses agrémentées d'effets de couleurs. Les partenaires ont besoin d'intimité. Ils ne l'auront pas longtemps. Un jeune mâle émet aussi des prétentions sur la femelle. Le soupirant sort de son repère. Les deux concurrents s'affrontent. Le jeune assaillant est repoussé à coups de tentacules, mais persiste à imposer sa présence. L'amoureux retourne chez sa conquête, perturbé par la présence de l'intrus. Les caresses tournent au viol. Il ne se contente plus de s'introduire en elle, il referme sa cape autour d'elle et lui rend la respiration difficile. Sous pression, il gaspille son sperme dans l'eau. Le concurrent en profite pour s'approcher. Les deux mâles se font face. Tels les pions d'un jeu d'échecs, chacun avance de rocher en rocher, prêt à combattre. Soudain, le soupirant voit rouge et attaque l'intrus. Celui-ci se défend en crachant un nuage d'encre. Le soupirant l'enrobe, l'étouffe et le lacère de son bec. Les yeux de l'agonisant apparaissent à travers son corps. La victime se débat et meurt. Elle sera progressivement avalée par le mâle. Et comme si de rien n'était, l'octopus reprend la couleur du récif.
3 mois plus tard, la femelle octopus s'est calfeutrée dans une cavité pour pondre ses œufs. Elle doit à la fois les défendre des attaques répétées des poissons et les ventiler par des caresses attentionnées. Après 4 à 6 semaines, les œufs éclosent et les bébés se dispersent. La mère dévouée mourra d'épuisement et de dénutrition après cette unique ponte. Les 500 000 bébés octopus dessineront un nuage supplémentaire dans le Grand Bleu. Nous avons continué notre investigation en Micronésie au fond des lagons de Palau et au bord des récifs coralliens de Yap, à la recherche d'une forme de séduction spectaculaire. De prime abord, les raies manta ne manifestent pas d'intérêt l'une envers l'autre. Mais cela change dès que la femelle libère des phéromones et les diffuse par son balai jusqu'à ce que les mâles les perçoivent. La femelle ne se donne pas au premier venu. Plus grande que le mâle, elle le fait languir jusqu'à ce qu'il soit rejoint par d'autres prétendants. Les concurrents vont redoubler d'efforts pour prendre la première place derrière la femelle. La danse de séduction a toutes les allures d'une compétition. La femelle déroute les concurrents par des volte-face, élimine les moins résistants par des pointes de vitesse, écarte les moins habiles par des acrobaties. Le mâle le plus fort et le plus habile atterrit sur le dos de la femelle et la pénètre avec un de ses ptérygopodes, sorte de canal durci qui libérera le sperme. 12 mois plus tard, la femelle accouchera d'1 ou 2 bébés.
Personne n'a jamais filmé auparavant la danse de séduction et l'acte sexuel de deux serpents marins. Une danse ondulante qui devient rapidement un ballet à 3 ou 4. Le mâle le plus convaincant mordit la femelle, s'accroche à elle et la pénètre. Aux abords des épaves coulées au fond de l'océan Pacifique, nous avons trouvé un animal dont le potentiel de violence est tellement fort que si les mâles étaient amenés à se confronter pour séduire une femelle, ils provoqueraient une hécatombe. Les ébats des raies pastenagues sont d'autant plus dangereux qu'ils sont armés d'un double dard venimeux qui peut paralyser. Cette femelle est en période d'ovulation et dégage une longue traînée de phéromones. Immédiatement, un mâle la suit, bientôt poursuivi par tous les mâles adultes du récif. Les mâles sont reconnaissables à leurs deux organes sexuels, les ptérygopodes. La femelle, plus grande que les mâles, entraîne ses poursuivants au fond d'une vallée dans un espace confiné. Les prétendants se posent sur elle, les uns sur les autres. Ils se frôlent. La tension monte. L'excitation de l'un engendre la nervosité de l'autre. Les mâles vont-ils se battre et se détruire mutuellement ? Le venin que chacun transporte au bout de sa queue est une arme de dissuasion. Dans cette promiscuité et cet espace confiné, le moindre incident équivaut à un suicide collectif. La femelle, l'organe génital ouvert tel une invitation, se laisse glisser dans un canyon encore plus étroit. Le mâle le plus habile lui saisit une aile, la pince fortement avec la gueule. Il n'a pas d'autre moyen de s'agripper à elle. Il se retourne et, pendant de longues minutes, la pénètre avec un de ses ptérygopodes. C'est la femelle qui décide du moment de la séparation. Un autre mâle, plus petit, prend la relève. Le courant les entraîne et les bouscule sur les récifs aiguisés. Par son habileté à guider les mâles, la femelle parvient à éviter le massacre. En les prenant à tour de rôle, elle s'assure d'être fécondée par le sperme le plus résistant. Tant de géniteurs pour ne pondre que quelques œufs. Retournons aux Galapagos où les requins abondent et tentons de percer le mystère de leur sexualité. Tous les matins, les requins marteaux montent par milliers des profondeurs vers les récifs.
les requins viennent rejoindre les labres nettoyeurs et les poissons demoiselles afin de se faire nettoyer les branchies et les nageoires infestées de parasites et abîmées par de mystérieuses morsures. Le récif est devenu un immense dispensaire. Ce banc de requins a quelque chose d'intrigant. Il n'est composé que de femelles. Jamais un seul mâle ne s'y joint. Ces requins sont-ils adeptes de la séparation des sexes ? Explorons du côté des mâles, par exemple, les requins taureaux. Le seul moment où ils se retrouvent en banc, c'est au mois de juin, dans les grottes situées au large de l'Afrique du Sud. Tapis dans l'ombre, les requins taureaux mâles, reconnaissables à leurs ptérygopodes, se réunissent par petits groupes et attendent le passage des femelles. Ils attendent ainsi pendant 1 mois. Les nuits de pleine lune, à l'automne austral, au fond des cavernes, les femelles en période d'ovulation viennent rejoindre les mâles pour une partie de chasse et un banquet commun. Une collaboration informelle. L'un barre la route aux poissons, l'autre l'avale par la tête. Au cours de ce banquet, unique dans l'année, les mâles et les femelles se frôlent, s'excitent et s'attirent. Certaines femelles portent même des marques de blessures faites par des mâles lors de la copulation. Ce sera le dernier repas de la femelle, car une fois enceinte, elle cessera de se nourrir pendant la durée de la gestation. 9 mois plus tard, elle sent qu'elle va mettre bas et éprouve le besoin de se gratter le ventre. À l'intérieur des entrailles du requin taureau règne une violence extrême. Les fœtus ont déjà développé leurs dents et leur habilité à nager. Les plus forts se nourrissent des œufs non éclos. Et quand ils grandissent, ils se dévorent entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Pour compenser cette forme unique de cannibalisme, la nature a prévu 2 utérus. Près de l'arche de Darwin, au point le plus extrême des Galapagos, qui donne sur le grand vide du Pacifique, nous avons filmé la violente rencontre entre mâles et femelles requins. Nous sommes dans le royaume des pointes blanches. La mère transmet les odeurs que la femelle laisse derrière elle en période d'ovulation. Ces mâles sont déjà une dizaine à suivre sa trace. Les plus habiles tentent de lui agripper les nageoires. La femelle ne leur rend pas la tâche facile. Comme tous les squales, elle est plus grande et plus rapide qu'eux. L'un des prétendants a réussi à la saisir et l'entraîne vers le fond. Comme il n'a pas de bras pour la maintenir pendant le coït, il n'a d'autre solution que de lui mordre les branchies et les nageoires. Pour limiter les dégâts,
L'évolution a amené les femelles à développer une peau beaucoup plus épaisse que celle des mâles. Le coït terminé, les partenaires se séparent. Mais le supplice de la femelle n'est pas terminé. D'autres mâles s'acharnent sur elle à tour de rôle. À l'identique des raies, le mâle introduit l'un de ses deux ptérygopodes dans le cloaque de la femelle. Il la plaque sur le sable et sur les coraux aiguisés et essaye de se maintenir dans une position acrobatique qui l'épuise. À chaque spasme, le mâle pompe l'eau salée dans les canaux qui apparaissent le long de son ventre, puis il propulse dans le conduit génital de la femelle à la fois le sperme, l'eau et une hormone qui stimule et facilite la fécondation, la sérotonine. Le ptérygopode est fabuleusement complexe. À l'intérieur de la femelle, il s'ouvre comme une fleur, exposant des crochets, des éperons qui s'enfoncent et le maintiennent dans le cloaque de la femelle durant la copulation. Celle-ci dure 20 minutes pour chaque mâle. À peine libérés, d'autres mâles repartent à l'assaut et entraînent la femelle dans le fond d'une crevasse, dans les eaux troubles de la thermocline à 50 mètres de profondeur. Ils sont nombreux à essayer de la saisir. Il se passe aujourd'hui un événement étonnant et jamais observé. La femelle est pénétrée par les deux mâles en même temps. Le rapport sexuel, déjà dénué de sensualité et de connivence, devient frénétique. La femelle blessée va se reposer au milieu de ses compagnes. Mais elle a encore un atout. Elle peut emmagasiner les spermatozoïdes pendant 14 mois. Elle peut donc attendre sa guérison pour les fertiliser. Celles qui sont grièvement blessées agoniseront et mourront. Il y a une hiérarchie dans la violence. En mer, c'est le climat qui déchaîne la plus grande des violences. Le phénomène El Niño a un impact direct sur les requins. El Niño se caractérise par l'absence de vent au centre du Pacifique, donc par une augmentation de la température de l'eau sur tout l'océan et une perturbation climatique énorme.
l'eau trop chaude empêche les bancs de requins femelles de remonter vers les récifs afin de se faire nettoyer les blessures infligées par les mâles pendant leur copulation. El Niño signifie la mort pour un grand nombre d'entre elles avant même d'avoir pu mettre bas. Quand El Niño est terminé, 1 an plus tard, l'eau reprend sa température normale et les femelles requins-marteaux peuvent enfin remonter vers les récifs. Mais dans quel état ? Les survivantes ont des allures de lépreuses. Cette année-là, ce n'est plus vers la station de nettoyage qu'elles se précipitent, mais au service des urgences. Pour celles qui sont enceintes, la situation est encore plus critique, car elles sont affaiblies du fait de ne s'être plus nourries pendant 1 an, durée de la gestation. Certaines montrent des signes de contraction prénatale et se réfugient dans les hauts fonds pour accoucher. La poche à peine rompue, le bébé commence déjà à nager alors que sa tête est encore coincée dans le ventre de sa mère. Dès cette seconde, il est seul dans la vie. La mère ne s'en occupera plus. Les bébés naissent, prêts à évoluer comme prédateurs, aussi alertes et agiles que les adultes en version miniature. Les passes des îles polynésiennes sont réputées pour leur bande de dauphins. Ils n'ont besoin ni de pleine lune, ni d'eau chaude, ni de saison pour s'accoupler. Les hormones des dauphins s'activent régulièrement et le jeu de séduction est permanent. Ils attirent l'attention et expriment leur excitation en faisant des cabrioles ou des acrobaties. En 2 mots, ils ont une sexualité débridée, mais elle est réglementée. La dauphine mature doit tempérer ses premiers émois sexuels en assistant d'abord les autres femelles dans leur acte de procréation. À chaque fois que les dauphins communiquent, ils déclinent leur identité et origine familiale. Ils évitent ainsi l'inceste et la dégénérescence qui en résulte. Cette dauphine se montre réceptive aux avances des mâles. Elle caresse langoureusement son ventre sur le sable. Son ovulation exacerbe sa sensualité. Cette attitude va déclencher tout un rituel amoureux. Les préludes durent des jours. Ils sont accompagnés de caresses sensuelles qui font monter le désir. Les rostres des partenaires se promènent tout le long du corps, de la bouche aux parties génitales. La dauphine qui est prête le manifeste en exposant son ventre. Son sexe est toujours en érection.
caché dans sa fente génitale. Il ne le sort que pour ces moments privilégiés. Il tâtonne pour trouver la vulve d'une dauphine, puis d'une autre au gré de sa nage. À chaque fois, l'étreinte ne dure que quelques secondes. Aujourd'hui, ce mâle éjacule précocement. Est-ce son inexpérience ou la présence d'un requin qui l'a rendu nerveux? Les baies peu profondes de l'Afrique du Sud accueillent en automne des baleines au rythme de reproduction extrêmement strict. Les baleines franches, chacune de leur côté, ont passé 9 mois à se nourrir sur les côtes de l'Antarctique. Ici, elles accouchent et s'accouplent. Les mâles commencent le rituel de séduction par des acrobaties. Les partenaires ne disposent que de 3 mois pour se reproduire. L'un d'entre eux rejoint une femelle et la caresse avec son rostre et ses nageoires. Ensuite, le mâle se tourne sur le dos et se glisse sous elle. La densité de l'eau et le manque de stabilité rend la pénétration difficile. Aussi, les mâles ont développé un pénis télescopique qui peut s'introduire dans la femelle malgré les remous. Et des remous, ils en créent à force de se prodiguer des caresses et de tenter de garder l'équilibre. Ils s'accouplent plusieurs fois et prennent leur temps, 2 à 3 heures. Le mâle reste stable en dessous, la femelle donne le mouvement. Le mâle a capté les vibrations émises par le couple et amplifiées par la mer. Il charge et interrompt le coït. Dès qu'il s'agit de sexe, les baleines franches, d'un naturel paisible, témoignent d'une énergie extraordinaire. Des coups de queue dans les parties génitales du rival lui écrasent les énormes testicules qu'il a à l'intérieur du corps. Les coups de queue ne suffisent pas. Ils se donnent des coups d'aileron et de rostre. Leur rostre est équipé d'aspérités coupantes causées par des parasites, les barnacles, aussi redoutables que des rasoirs. Démonstration de force, esquive et riposte expriment leur rage de procréer. Pendant ce temps, la femelle restait placidement aux côtés des combattants
est abordée par un jeune albinos qui se glisse sous elle. La femelle y voit une chance supplémentaire d'être fécondée. Les deux partenaires s'étreignent, se caressent, s'accordent beaucoup de tendresse. Le mâle produit une quantité phénoménale de sperme de façon à éliminer du ventre de la femelle le sperme des partenaires précédents. Quand la femelle en a assez, elle se retourne sur le dos pour mettre fin à leur intimité. Le mâle rentre son sexe. Pour les 9 prochains mois, son rôle est terminé. Il ne s'impliquera pas dans l'éducation des petits. La femelle manifeste alors son indisponibilité et se repose en se réchauffant au soleil. La fête est bien finie. Un an plus tard, elle reviendra sur les lieux pour accoucher. On la verra longtemps nager avec son petit accroché à son dos. Séparation des sexes ou promiscuité sexuelle, multiples partenaires, nuages de gamètes, harem, polygamie. La mère a créé un immense éventail de techniques de reproduction qui utilisent au mieux ses propriétés liquides. Toute cette énergie vitale tend vers un seul but, s'adapter pour perpétuer l'espèce.